écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes aujourd'hui à Tmara, chez le professeur Abdeslam Chiddadi, historien. Bienvenue dans notre podcast. Merci. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on va parler de Ibn Khaldoun. Et je sais que vous êtes spécialiste de ce personnage. Vous avez écrit beaucoup de livres sur lui, donc vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Et on vous écoute avec attention. On va commencer, si vous le voulez bien, par 2-3 petites données pour les gens. Ibn Khaldoun, il est né à Tunis en 1332. Il est mort au Caire en 1406. Entre les deux, il a travaillé chez les Mérinides à Fès. Il a été actif, bien sûr, au Caire, où il a été juge, malékite. Il a également été plus ou moins diplomate, si j'ai bien compris, pour négocier avec le chef des Mongols qui menaçait Damas, donc jusqu'en Syrie. Donc c'est un personnage et il est d'origine andalouse, c'est-à-dire que sa famille a fui Séville à la chute de Séville. Donc via ce personnage, on a déjà une zone géographique qui est immense, de l'Andalousie jusqu'à la Syrie actuelle. Et on a une œuvre qui a été, qui encore aujourd'hui est perçue comme une référence pour comprendre ce qui s'est passé avant lui. Voilà, je veux parler de toute l'œuvre écrite de Ibn Khaldoun. Alors, déjà, la première question, comment vous, aujourd'hui, vous avez fait pour reconstituer avec cette précision dans vos livres le parcours de ce personnage? C'est-à-dire, comment vous travaillez? Alors, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le travail qu'a fait Ibn Khaldoun lui-même. Il a laissé une longue autobiographie qui est une des plus longues dans la culture musulmane, peut-être la plus longue. Très détaillée, où il raconte un petit peu sa généalogie, la vie de sa famille, ses études quand il était jeune, et puis tout son parcours politique jusqu'à la fin de sa vie. Donc là, nous avons des éléments très précis et très intéressants sur lesquels on peut s'appuyer de manière certaine, parce qu'il n'y a pas de mythologie dessus, pour parler de la vie d'Ibn Khaldoun et de son parcours politique et également, évidemment, de son travail. Bon, maintenant, pour ce qui est de son travail à proprement parler, c'est-à-dire son œuvre scientifique, là, il y a évidemment la Muqaddima, qui est une œuvre majeure dans la culture musulmane, mais aussi dans la culture universelle. On dira pourquoi tout à l'heure. Oui, bien sûr. On va parler de son œuvre tout à l'heure. Oui. Et donc, à travers ce qu'il a écrit, son œuvre, et puis, bien sûr, aussi son autobiographie, on a une bonne idée de ce que était ce personnage. Et puis, bien sûr, il y a toutes les œuvres historiques de son époque, des biographes qui ont écrit sur lui, et des historiens importants au Caire et également avant son départ du Maghreb, au Maghreb, en Andalousie et au Maroc. Il y a quelques historiens marocains, il y a un historien andalou, il y a des gens qui ont donc parlé de lui de façon précise, même brossé son portrait physique. D'accord, donc on sait à quoi il ressemblait. Première question, est-ce que la statue qui est au boulevard Bourguiba est valable par rapport à ce que vous avez lu? C'est-à-dire, on ne connaît pas... Pour une fois qu'on a la tête de quelqu'un du passé. Il le présente comme quelqu'un de grand. D'accord. La statue est grande. Mais on ne sait pas, en fait. C'est pas par rapport à quoi. Non, mais c'était quelqu'un qui avait un très beau maintien, qui était très élégant, et qui était extrêmement éloquent. Et donc, ce sont des traits sur lesquels tout le monde est d'accord. Première chose qu'on peut retenir, c'est que toute sa carrière se passe dans des cercles du pouvoir, c'est-à-dire qu'il est très souvent proche des, je ne sais pas comment les appeler, des rois, des sultans, que ce soit du côté des Mérinides ou du côté égyptien ou du côté Hafsid tunisien. Il a toujours été, il a toujours été proche du pouvoir. Alors en fait, c'est un homme ambivalent. C'est-à-dire, il a un côté d'intérêt très fort et très profond pour la vie politique et la vie à la cour. Et il a un autre côté qui est une espèce de dévouement absolu à la science. Et donc il est tiraillé. Il est tiraillé entre ces deux pôles de sa personnalité, de sa psychologie.
et qui sont également, d'une certaine façon, un héritage de sa famille. Parce que dans sa famille, il y avait un certain nombre de savants. Il y avait même un savant qui était très renommé, qui était parmi les disciples d'un savant andalou qui s'appelle Maslama al-Maghriti, c'est-à-dire Maslama le madrilène. Et dans sa famille, son père, par exemple, aimait beaucoup les lettres, il tenait des salons littéraires chez lui, à Tunis. À Tunis, oui, où d'ailleurs on peut voir sa maison natale. Voilà. Donc, mais on le sent dans votre livre, hein, il est attiré effectivement par les cercles du pouvoir, mais dès qu'on lui donne des missions, dès qu'on essaie de s'accaparer sa présence, son travail, il fuit pour pouvoir se consacrer à ses études. Alors, c'est quelqu'un qui a un très bon sens du politique, il le dit lui-même, il le dit à plusieurs reprises, qui sait comment se conduire avec les princes. Et donc, c'est quelqu'un de très habile de ce côté-là. Donc, il va chez un prince déterminé, par exemple en Algérie, à l'époque, ça s'appelait le Maghreb central. Il allait chez Abdelwadid, par exemple, sultan Abdelwadid, il était très bien reçu, il était très bien. Il venait au Maroc, ça se passait exactement la même chose, très bien. Il va à Grenade chez Mohamed V, Ibn al-Ahmar, tout va bien également. Mais ce n'est pas les princes qui posent problème, c'est l'entourage. C'est-à-dire les gens sont toujours jaloux de lui. Il n'arrive pas à passer quelque part sans créer des jalousies, sans créer des animosités envers lui, etc. Et donc c'est ça qui le fait fuir. Il faut dire qu'on est dans une période assez instable, avec des pouvoirs qui passent très vite de main en main, des problèmes de succession, des guéguerres, c'est ça, il faut le dire. Et il a joué un peu un jeu d'équilibriste entre tous ces pouvoirs instables. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'intéressant chez lui, c'est qu'il a compris d'où vient l'instabilité. Il a analysé la société de telle sorte qu'il a produit un véritable schéma très intelligible du fonctionnement de la société et comment on accède au pouvoir, comment on est éjecté du pouvoir, etc. Donc pour lui... La conceptualisation. Il n'était pas passif dans cette situation, il la subissait pas. Il la comprenait. Et quand on comprend une situation, effectivement, on ne la subit pas. Le fait de ne pas comprendre, c'est ça qui rend les gens passifs et qui fait qu'ils subissent au lieu d'agir dans une situation déterminée. Juste pour rester dans le contexte de ce Maghreb de 1300-1330, donc sa naissance à 1400, on va préciser aussi pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe, enfin comment ça se passait à l'époque. Sa famille... Alors, sa famille est d'origine yéménite. Et sa famille avait émigré très tôt, vers le 8e siècle, en Andalousie. À Séville. D'abord dans une autre ville, une petite ville, et ensuite à Séville. À Séville, ils occupaient des positions très importantes. Même un de ses ancêtres, à un moment donné, était sur le point de prendre le pouvoir. À Séville. Bon, je veux pas rentrer dans les détails. Et par la suite, ils ont émigré d'abord à Ceuta, et ensuite à Tunis. Et donc, sa famille vivait à la cour. Son grand-père et son arrière-grand-père avaient occupé des postes importants à la cour, comme par exemple celui de ministre des Finances. D'accord. Et donc, pour lui, la vie à la cour est quelque chose, c'est un peu l'air qu'elle respire, comme l'air qu'elle respire. Et ils ne peuvent pas s'imaginer autrement qu'à la cour. Oui, mais c'est très perceptible dans votre livre. On a l'impression qu'il ne peut pas ne pas imaginer une protection voilà, d'un grand pouvoir et de vivre dans cette ombre-là. C'est ça. Et il vit à l'ombre d'un pouvoir. Mais en même temps, il a une perception tellement juste de ce que c'est que le pouvoir qu'il ne se laisse pas faire, il sait quelle est la valeur des gens qui occupent le pouvoir, etc. Il n'est pas dupe de ce qui se passe, quoi. D'accord, mais donc famille ravagée par la peste, effectivement. Alors, quand il était à Tunis, il y a eu une peste qui a gagné tout le Maghreb, et en fait, c'est la même peste qui avait également sévi en Europe. À la même époque, à la fin, disons au milieu du XIVe siècle, et qui avait fait des victimes innombrables partout autour de la Méditerranée, donc jusqu'en Égypte, et en Italie, en France, et un peu partout dans l'Europe du Sud. Famille ravagée par la peste, sa famille, ses enfants et sa femme meurent dans un naufrage, si je ne me trompe pas, entre Tunis et le Caire. Alors donc, il a vécu à un moment donné à Tunis, après avoir vécu longtemps au Maghreb, en Andalousie, en Algérie, etc., il est retourné à Tunis.
Et là, il n'a pas pu trouver la paix, trouver les conditions nécessaires pour continuer son travail scientifique qu'il avait commencé à Qalat ibn Salama. On y reviendra. Donc, à ce moment-là, voyant qu'il ne pouvait pas continuer son travail, il a préféré, encore une fois, s'exiler et il est parti au Caire. D'accord, où il devient juge. Où il devient juge, où il enseigne, où il continue également, surtout le plus important, à travailler sur son œuvre. Voilà, on a parlé un peu du contexte dans lequel cet homme a évolué, une période un peu troublée avec des pouvoirs assez instables, avec des problèmes sanitaires. Il a fait un petit peu de prison, non? J'ai lu quelque part qu'il avait un peu de prison à Tlemcen. Qu'est-ce qui s'est passé? À Fès. Qu'est-ce qui s'est passé? À Fès, il a été... Ibn Khaldoun en prison. Il avait un ami, en fait, à Fès, à cette époque-là, il y avait un certain nombre de princes tunisiens qui étaient en exil à Fès. Et il s'est lié d'amitié avec l'un d'eux, comme c'est normal, parce qu'ils étaient tous les deux d'origine tunisienne. Et bon, ils devaient se connaître, parce que la famille d'Ibn Khaldoun vivait à la cour, connaissait les princes et tout ça. Donc, pour lui, c'était normal de lier amitié avec ce prince tunisien qui vivait à Fès à l'époque en exil. Et on les a soupçonnés de comploter contre le roi de l'époque qui était Abou Aynan. Mérinide. Et alors Abou Aynan, furieux, lui il l'a mis en prison, mais évidemment le prince tunisien, il l'a laissé tranquille pendant quelques temps, quoi. Combien de temps il a fait en prison à Fès? Un peu plus d'un an. D'accord. Et il est ressorti comment? Après la mort d'Abou Aynan. On va arriver à son œuvre. L'œuvre la plus connue, c'est le Muqaddima, qu'on traduit en français, je ne sais pas pourquoi, par les prolégomènes. Les prolégomènes, c'est-à-dire... Pourquoi le Muqaddima, c'est pas l'introduction? Alors, on peut traduire ça tout simplement par introduction. Et en fait, c'était une introduction. C'était une introduction, mais extrêmement longue. Oui. Longue de 1500 pages. Ce n'est pas une petite introduction. En fait, c'était une introduction scientifique. C'est-à-dire introduire à une conception scientifique de l'histoire. Alors, pour introduire une conception scientifique de l'histoire, il fait une science de la société. Oui. En fait, il construit une véritable science de la société. C'est la première véritable science de la société qu'on ait jamais vue, en tout cas pratiquement au sens moderne, qu'on n'ait jamais vu dans le monde. C'est pour ça qu'on le présente un peu comme l'ancêtre, ou le précurseur de la sociologie. On le présente comme le précurseur de la sociologie, ce qui est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que vrai dans le sens où, pour la première fois dans l'histoire humaine, il y a eu un travail scientifique sur la société. Faux dans la mesure où la sociologie est quelque chose qui est né en Europe indépendamment d'Ibn Khaldoun. D'accord, il n'y a pas de lien entre le travail Il n'y a pas de lien entre Ibn Khaldoun et la sociologie telle qu'elle a existé et commencé en Europe. Alors lui, il ne se contente pas comme ça d'empiler les dates et les faits historiques, il essaie de trouver du sens, il essaie de comprendre les mécanismes et il développe des concepts, dont le fameux concept de Asabiyya. Oui, tout à fait. Que je vous laisse nous expliquer. Alors, la Asabiyya, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on peut le prendre dans un sens étroit et on peut le prendre dans un sens très large. Alors, dans le sens étroit, c'est ce qui fait que les gens ayant un lien de sang sont solidaires entre eux. Ils sont solidaires entre eux dans toutes les affaires de la vie. Ça peut être la guerre, ça peut être la vie économique, ça peut être des problèmes sociaux. Ce qui les unit, c'est le lien de sang. Et donc, ce lien de sang aboutit à un sentiment de solidarité qu'Ibn Khaldoun a appelé Asabiyya. Mais on trouve de la Asabiyya un peu le même type de lien, mais autrement dans les villes. Et dans les villes, ils ne sont pas nécessairement liés à des liens de sang. Ils peuvent être les liens de quartier, de corporation, etc. Et on peut, d'une manière générale, l'étendre à l'idée de solidarité d'une manière générale. Ce qui fait que les partis politiques d'aujourd'hui, qui fonctionnent comme partis politiques, ces partis qui sont formés sur la base de Asabiyya. Oui, je pensais moi aux supporters de foot, ça marche aussi. Oui. Ça marche aussi, oui. Donc pour lui, cette Asabiyya, si je comprends bien, c'est le moteur qui fait qu'un groupe est fort. Alors, cette Asabiyya est importante dans une société tribale dans laquelle il y a deux pôles. Il y a un pôle urbain et un pôle tribal. Une société tribale et citadine à la fois. C'est la société musulmane. Le caractéristique de la société musulmane, c'est que c'est une société qui est d'une part tribale et d'autre part citadine. Alors tribal parce que le fond, disons l'arrière-plan de la société, dans les zones montagneuses, dans les zones désertiques, etc., est constitué de tribus. Ces tribus, elles vivent leur vie,
Mais à un moment donné, elles sont attirées par les villes. Et attirées par les villes, elles peuvent venir conquérir les villes. Oui. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises. C'est ce qui est arrivé, par exemple, en Arabie, aux tribus arabes qui vivaient dans le désert. Mais il y avait un certain nombre de points urbains importants, comme la Mecque, par exemple, comme Médine. Mais la plupart des Arabes vivaient dans les campagnes en tant que tribus. Et ces tribus-là ont conquis les grandes villes du Moyen-Orient de l'époque. Aussi bien en Irak, en Syrie, en Égypte, dans l'Iran actuel, ce sont ces tribus arabes qui ont justement conquis. Alors ils ont conquis, c'est-à-dire pourquoi la conquête se fait, comment il se fait que des gens de tribus, à un moment donné, arrivent à s'agglutiner, à former des fédérations et à s'unir pour la conquête du pouvoir. Ibn Khaldun l'explique de manière très précise, en détail, dans la Muqaddimah. Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais quelqu'un qui voudrait lire, qui voudrait comprendre comment ces tribus, à un moment donné, commencent à s'organiser et à se rallier et à former une force capable de conquérir un empire, Ibn Khaldun donne tous les détails là-dessus dans la Muqaddimah. Parmi les raisons, sans entrer dans les détails, il n'y a pas le concept qui lui est cher du fait que la vie citadine ramollit un peu le... C'est-à-dire, les gens qui vivent en tribu, ils ont la force physique. Voilà. Ils sont généralement toujours armés. Et donc, ils ont une capacité militaire infiniment supérieure à celle des gens qui vivent en ville. Alors, ces gens-là, à un moment donné, se sentent en quelque sorte la vocation de conquérir certaines villes, mais ça se fait dans un très long processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas comme une grappe de sauterelles, un essaim de sauterelles qui, à un moment donné, s'est réuni et va ravager les villes. Non. Ça demande de longues périodes de préparation. Vous avez le cas, par exemple, des Almohades, par exemple, ont réussi, mais ils ont réussi après une longue période de préparation. Oui. Les Mérinides également. Les Mérinides étaient en fait, ils ont vécu à la même époque avec deux ensembles de tribus. Les tribus de Banu Abdelwad et les tribus de Mérinides. Et ces deux ensembles visaient également le pouvoir. Mais il a fallu beaucoup de temps aux uns et aux autres pour conquérir une partie du Maghreb, par exemple le Maghreb extrême qu'on appelait le Maghreb al-Aqsa, qui comprenait le Maroc, et puis les autres, le Maghreb central, le Maghreb al-Awsat, qui avait été conquis par les Abdelwadides. Mais c'est suivant un très long processus qui peut durer 40, 50 ans, sinon 100 ans, avant d'arriver à établir véritablement un pouvoir fort. C'est ce genre de phénomène de prise de pouvoir, de chute d'empire qu'a décrit Ibn Khaldun en essayant de valider ses sources, de mettre du sens dans les événements et les analyser. C'est bien ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est appuyé d'un côté sur des enquêtes auprès des gens. Et donc, il connaissait par cœur, sur le bout des doigts, les tribus arabes de son époque. Il les connaissait. Il connaissait les tribus berbères dans tout le Maghreb. Et il a fait un descriptif impensable aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut beaucoup de gens pour arriver à... Les gouvernements n'y arrivent pas. On n'y arrive pas pour connaître la localisation de toutes les tribus, comment ils vivaient, quels étaient leurs chefs, etc. Il connaissait ça par cœur. Donc, comment il a fait ça? Quel réseau il avait? Partout où il allait, il faisait ses enquêtes et probablement il prenait des notes. Et à un moment donné, il a exploité tout ça. Aujourd'hui, ce serait extrêmement difficile de faire ce travail-là. D'ailleurs, il y a des dizaines d'historiens qui essaient simplement de comprendre un peu comment les tribus dont il a parlé s'organisaient, en essayant d'analyser les textes qu'Ibn Khaldun a écrits. Et c'est très difficile. Donc lui, il avait une capacité extraordinaire d'enquête, mais en même temps, il se basait également sur les travaux des historiens qui le précédaient. Oui. Donc il a utilisé à la fois des sources orales et des sources écrites. Il a utilisé également des archives. Il a étudié des documents officiels au Maghreb et ailleurs. Quand il est allé en Égypte, il a utilisé des documents qu'il a trouvés là, sur place. Et au Maroc, au Maghreb d'une manière générale, il a également utilisé des archives. D'accord. Il a toujours été citadin, Ibn Khaldun, puisque... Oui. Parce que moi j'ai lu quelque part, je ne sais pas très bien où, que dans ce Maghreb ou cette Afrique du Nord un peu tourmentée par donc vous avez parlé de la peste, les guerres de succession, etc. Les villes gardaient un certain rayonnement, même si elles étaient
parle de villes comme Tlemcen, Constantine, Béjaïa qui étaient autour de 50 000 personnes, Marrakech 60 000, Fès, Tunis 100 000. Je ne sais pas ce que valent ces chiffres, mais est-ce que c'est juste pour avoir une idée de... Oui, ces chiffres sont assez bons. À un moment donné, il avait vécu dans une toute petite ville parce qu'il avait été plus ou moins exilé. Elle se trouve dans l'Algérie actuelle, mais généralement, il a vécu dans les grandes villes de soit Tlemcen, Béjaïa, Constantine, Fès, Garnata. Alors, moi, je vais vous poser quelques questions sur son héritage. On a parlé de la sociologie, on a parlé... Que peut-on répondre? Alors, je vous livre ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui pensent qu'il y a un petit peu de racisme dans l'œuvre de Ibn Khaldoun? Dans son analyse des peuples, on sait qu'il a traité les Hilaliens de sauterelles. Ouais. Ibn Khaldoun a fait une analyse ethnographique des Arabes. Il a fait l'ethnographie des Arabes. Comment les Arabes vivaient. Et quand il a décrit les Arabes bédouins, bien sûr, les Arabes bédouins. Quand les Arabes vivaient dans les villes, c'était autre chose. Mais les Arabes bédouins, il a décrit simplement leur mode de vie, en ethnologue. Quand il parle de sauterelles, on a dépassé le... Attendez. Et donc, les Arabes qui sont venus d'Égypte, c'était des Arabes qui étaient originaires d'Arabie, qui sont passés d'abord en Égypte, qui faisaient des ravages en Égypte. Oui, des guerriers. Des guerriers. Et pour s'en débarrasser, le pouvoir de l'époque, c'était un pouvoir fatimide, les a envoyés chez nous au Maghreb. Alors, c'était des gens, c'était des Bédouins qui voulaient s'emparer des richesses qu'ils trouvaient, là où ils les trouvaient. Et effectivement, ils ont détruit des tas de villes, ils ont détruit des... Les villes ne les intéressaient pas. Ce qui les intéressait, c'est simplement de prendre les terres qui pouvaient plus ou moins, dans lesquels ils pouvaient faire paître leurs troupeaux, et de se faire payer des taxes, des impôts et des taxes. Et donc, c'était des prédateurs. Alors, les sauterelles, c'est des prédateurs. C'est la même chose. C'est ces gens-là... Il a écrit ça sans aucun préjugé. C'est pas du tout un préjugé raciste. C'est une description ethnographique. D'accord. C'est ces gens-là, les Hilaliens, donc on parle bien des mêmes, oui, qui ont été utilisés par Yaqub Mansour comme une sorte de garde. Oui. Alors, ils ont été utilisés par la suite, justement parce qu'ils étaient très belliqueux, qu'ils étaient toujours agressifs, etc. Les différents hommes de pouvoir ont essayé de les utiliser comme force militaire. On va rester sur l'héritage de Ibn Khaldoun. J'ai vu quelque part qu'il avait une mauvaise réputation en Syrie. Donc, il aurait une mauvaise réputation en Syrie, alors que d'après ce que j'ai compris, il a négocié avec Tamerlan, le chef tatar, mongol, qui menaçait Damas. Oui. Voilà. Qui a pris Damas. Il a négocié avec lui. Qui a incendié Damas. Qui a incendié Damas. Donc il a négocié avec lui pour sauver Damas, mais il n'a pas sauvé Damas. Non, il n'a pas pu la sauver, mais il a sauvé un certain nombre de gens de l'entourage du roi qui étaient là, de la cour, qui étaient là, et il a pu se sauver lui-même. C'est déjà pas mal. Et c'est pour ça qu'il a mauvaise réputation en Syrie. Alors moi, je sais pas, je connais pas cette opinion des Syriens sur lui, mais effectivement, une fois j'ai lu une espèce de pièce de théâtre sur Ibn Khaldoun où on le présentait comme quelqu'un qui était un kha'in, comme un traître. Un félon. Ouais. Il y a eu une commémoration récemment, je ne sais pas à quelle occasion. 6e centenaire. 6e centenaire. Alors ça a été assez comique de voir le l'Espagne, la Tunisie, l'Égypte se batailler pour avoir l'héritage et le sentiment de cette appartenance comme étant ce bonhomme était de chez eux. Il est passé par les 5 pays. D'abord, sa famille avait passé de longs siècles en Espagne. Oui, bon, ça, pas lui, mais ça c'est incontestable. Puis il a passé plus de 3 ans à Grenade, à un moment donné. Il a passé une dizaine d'années à Fès. Il a passé à peu près la même chose dans le Maghreb central, donc entre Tlemcen, Béjaïa, etc. Et puis, il est né en Tunisie, il y a passé jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après, il y est retourné plus tard, où il a passé 5 ou 6 ans. Et en Égypte, il a passé plus de 22 ans. Évidemment, il a laissé sa marque un peu partout. Et cette marque-là, on ne doit pas la revendiquer comme une appartenance nationale. C'est pour ça. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'appartenance nationale. Le Maghreb tout entier jusqu'en Libye formait un seul ensemble politique. Et d'ailleurs, il y avait des incursions du Maroc jusqu'en Libye, et vice-versa. Les Almohades sont allés jusqu'en Libye, et parce que ça faisait partie du même ensemble politique. L'Égypte, c'était un peu la limite. Aucun conquérant maghrébin n'est allé jusqu'en Égypte. Oui.
Et donc, c'est normal que tous ces gens-là le revendiquent. Mais ils le revendiquent non pas, ils ne doivent pas le revendiquer dans le sens du nationalisme d'aujourd'hui, mais ils doivent le revendiquer comme un personnage qui appartenait à la même entité globale, culturelle et politique. Ça aurait été une bonne occasion de faire quelque chose ensemble. Oui. En l'occurrence, de lui rendre hommage. Ibn Khaldun a été traduit dans une langue occidentale, mais à quel moment les Européens ont découvert cette œuvre ? Au début du siècle, en fait, Ibn Khaldun avait été d'abord traduit en turc, parce que c'était l'époque ottomane, et à l'époque ottomane, il y avait un certain nombre de savants. Bon, l'Égypte était passée sous l'autorité ottomane, à partir du début du XVIe siècle, 1515. Et donc Ibn Khaldun, comme il avait été en Égypte, il était connu. Et dès le XVIe siècle, dans l'Empire ottoman, on a commencé à s'intéresser à lui. Et on a fait de lui deux ou trois traductions. Le 17e, 18e et 19e. Et on a essayé de l'utiliser comme historien, comme sociologue, pour comprendre un peu le système politique. Au 19e siècle, très probablement, c'est à travers la connaissance d'Ibn Khaldun en Turquie que des Européens ont commencé à s'intéresser à lui. Et puis, au début du XIXe siècle, en France, on a commencé à traduire certaines parties de son œuvre, d'abord des parties historiques, puis après on a découvert la Muqaddima. Et quand on a découvert la Muqaddima, bon, c'était une espèce d'éblouissement parce que la façon dont la Muqaddima est écrite, dans les concepts qui sont utilisés, ressemble tout à fait à ce qui se faisait à l'époque en sociologie. Sans qu'il n'y ait de lien. Sans qu'il y ait aucun lien. Et le ministère de la Guerre, en France, a ordonné la traduction de son histoire du Maghreb. Parce que son histoire du Maghreb, c'était la seule histoire qui donnait une idée assez claire de l'organisation politique, tribale, etc. du Maghreb. Et donc, à cette époque-là, les Français... Pour des visions coloniales. On avait besoin d'une connaissance précise de la société, et le seul qui pouvait donner une connaissance d'ensemble, c'était Ibn Khaldun. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on ne s'intéresse pas assez à Ibn Khaldun dans les pays du Maghreb. Bon, de temps en temps, on fait des grandes cérémonies, des grands colloques et tout ça, mais par exemple, il est peu étudié dans les classes. Normalement, un auteur comme ça doit être étudié depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et même à un moment donné, dans le supérieur, il doit faire l'objet de grands travaux, etc. Bon, donc cet aspect-là, aujourd'hui, n'est pas encore suffisamment fait comme il doit être fait. La deuxième chose, c'est que Ibn Khaldun, on se rend compte de plus en plus que la théorie historique d'Ibn Khaldun, en particulier sa vision de l'histoire du monde, l'histoire universelle. À cette époque-là, on parlait de l'histoire universelle. Aujourd'hui, on parle d'histoire globale. Sa vision reste extrêmement intéressante et peut parfaitement aujourd'hui, dans les débats, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce débat mondial sur l'histoire globale, peut jouer un très grand rôle. Qu'est-ce que l'histoire globale ? Parce que je ne suis pas au courant du débat sur l'histoire globale. On ne va pas passer à côté de l'occasion d'apprendre quelque chose. Expliquez-moi. Alors, l'histoire globale, donc, c'est l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité existe. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis que l'humanité existe. Bon, il y a une partie anthropologique qui est laissée aux anthropologues, mais à un moment donné, à peu près il y a 10 à 12 000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 12 000 ans, avec le néolithique, la révolution néolithique, il y a un certain nombre de documents et de monuments historiques, de traces archéologiques qui nous permettent de faire une histoire assez précise de l'humanité. Et cette histoire de l'humanité, maintenant on se demande comment la faire. Qui l'a fait, comment la faire, avec quels moyens, à qui s'adresse-t-elle, à qui doit s'intéresser à elle et qui ne le fait pas. Nous, par exemple, au Maroc, est-ce que c'est quelque chose qui doit nous intéresser ou pas ? Nous, au Maroc, ça doit nous intéresser comme tous les autres. Parce que l'histoire de l'humanité intéresse tous les humains. Et il ne faut pas laisser quelques-uns s'en emparer et donner leur vision. Et là, il y a un certain nombre de principes qu'on doit poser, qui sont aujourd'hui en train d'être élaborés. Parmi ces principes, qui sont extrêmement importants, il n'y a pas un peuple ou une civilisation ou une culture supérieure à une autre. Il n'y en a pas. Il y a simplement des expériences humaines différentes. Dans ce coin du monde, on a fait
Les gens se sont réunis d'une certaine façon, ils ont travaillé d'une certaine façon, et ils ont construit un monde dans tout le sens du terme, un monde social, un monde économique, un monde politique, un rapport avec la nature, tout un ensemble de choses qui leur est propre. Ça constitue une expérience humaine. Cette expérience humaine, si je la compare à une autre expérience qui s'est passée à 2000 km de là, je ne peux pas dire que cette expérience-là est plus importante ou plus belle ou plus évoluée que l'autre. C'est simplement une expérience différente. Alors, ce principe est fondamental parce qu'avec ce principe, on revient sur l'idéologie qui a existé jusqu'à aujourd'hui, qui était une idéologie européenne occidentale. Occidentale, on y comprend l'Amérique et tout un ensemble de pays qui se sont ralliés qui se considèrent comme européens en fait. On revient sur cette idéologie qui, elle, justement, faisait de la civilisation européenne l'ultime progrès de l'humanité. Merci beaucoup, Siab Slam, c'était passionnant. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain podcast de Radio Ma'alif, un podcast Histoire. Restez connectés les amis, on a encore beaucoup de choses, beaucoup de gens à interviewer, beaucoup de choses à partager avec vous. Restez donc connectés, s'il vous plaît, et merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.